Agora sim, vamos lá. Muito contente, feliz de ter essa oportunidade de participar desse belo encontro, com certeza, que já é o segundo aqui da antena do CRIFP no Brasil, e que onde a gente tenha a alegria de ter o nosso querido Maurice Tardif, que além de ser um amigo pessoal nosso, um amigo do Brasil, com certeza, é um conhecedor profundo da nossa realidade, dos nossos problemas em educação, sobre os quais, em relação aos quais ele tem apresentado uma produção, uma grande contribuição, sem dúvida, para que a gente aprofunde o nosso conhecimento a respeito desses problemas. Então, o Maurice tem sido um companheiro de lutas nessa nossa campanha pela educação no Brasil. Antes de ressaltar alguns pontos muito essenciais do seu enorme, imenso currículo, eu quero fazer uma afirmação que o Maurice conhece da minha parte e que eu faço questão de repetir. É impossível a gente falar sobre o importante conceito de saber docente, que é essencial para as discussões sobre a nossa educação, sem mencionar, sem trazer a obra fundamental de Maurice Tardif. Ele introduziu para a gente essa expressão saber docente. Então, não se pode pensar nesse importante conceito sem estar paralelamente acompanhando o trabalho do nosso querido Maurice Tardif. Então, antes de passar a palavra ao nosso querido conferencista, eu vou rapidamente pontuar alguns dos seus dados essenciais. Maurice Tardif é professor titular da Universidade de Montreal e diretor do CRIFP. Interessa-se há anos pela evolução e pela situação do corpo docente escolar, desenvolvendo suas pesquisas sobre o trabalho do docente, sua formação, seus conhecimentos, competências e interações no espaço escolar com seus estudantes e outros. É autor aproximadamente de 30 obras sobre tais questões. Estou certa que são muito mais obras, muito mais, se a gente não só contar os livros, artigos, conferências, entrevistas, tudo, que a rica obra de Maurice nos ajuda a avançar o nosso conhecimento na educação. Maurice, a palavra é sua. Muito obrigado, cara Menga. Vous voyez bien mon PowerPoint, oui? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas du Vemos savoir, bem. des savoirs des enseignants ou de la profession enseignante en général. Je vais m'intéresser aux enseignants dans le contexte de la pandémie. Qu'est-ce que cette pandémie nous a appris collectivement à propos des enseignants et à propos de l'école? Donc, c'est le thème de ma conférence. Étant donné que je n'ai que 25 minutes, eu tenho só 25 minutos pour falar, je vais parler rapidement. Une crise de l'ampleur de la pandémie, de la soudaineté de la pandémie, donc c'est un événement qui est arrivé très très vite, vous vous souviendrez, en décembre 2019, on commençait à peine à en parler, et au début mars 2020, la plupart des pays avaient fermé leur école. Cette crise-là est soudaine, mais en même temps, il faut être conscient qu'elle met en évidence des problèmes qui étaient déjà là. Donc la crise, elle ne crée pas les problèmes. Elle les fait surgir, elle les accentue, elle les exacerbe.
On peut faire l'hypothèse, premièrement, que cette crise-là n'est pas finie. Je vais y revenir dans quelques minutes, là. Cette crise-là n'est pas finie. Vous savez comme moi, il y a des nouveaux variants qui circulent. Et on peut faire l'hypothèse qu'elle va laisser au Brésil, au Québec, partout sur la planète, des séquelles importantes sur les enfants et les élèves. Il y aura des retards d'apprentissage, des enfants qui vont abandonner l'école, des enfants qui vont perdre leur motivation. Il y aura des fragilités psychologiques chez les élèves. Bref, cette crise-là qui n'est pas terminée aura des conséquences importantes sur les élèves et souvent des conséquences négatives. Les enseignants aussi seront durement frappés par cette crise-là dans l'avenir. Au Québec déjà, on voit des enseignants qui abandonnent la profession enseignante plus rapidement. Ils prennent leur retraite plusieurs années avant l'âge normal de la retraite. Il y a un problème d'enseignants qualifiés. Il y a des pénuries d'enseignants, non seulement au Québec, mais dans plusieurs pays du monde. Donc la situation est difficile. Cependant, on peut se demander si cette crise-là n'est pas aussi une occasion d'espérance et de renouveau. Peut-être qu'elle peut nous apprendre des choses que nous savions déjà d'une certaine façon, mais qui étaient un peu cachées par les événements courants. Donc cette crise-là a mis en évidence des problèmes et en même temps, je crois qu'elle exige de nous une lucidité et un courage pour affronter la suite de ce qui viendra. Oups. Dans plusieurs pays, il y a eu des enquêtes empiriques auprès des enseignants. Je n'ai pas le temps de présenter des recherches empiriques. Mes collègues vont en présenter tantôt avec Dalila et Cécilia Borges dans la prochaine table ronde vont présenter des recherches. Au Québec, nous avons fait une recherche auprès de 2400 enseignants. En Amérique latine et au Brésil, il y a eu une très bonne recherche pilotée par Dalila Andrade Oliveira. Un excellent livre que je vous invite à lire, qui est une recherche empirique auprès des enseignants de 14 pays d'Amérique latine. En Europe, l'OCDE a fait aussi des enquêtes sur les pays membres de l'OCDE. Donc, on a déjà un panorama de recherche internationale sur lequel je vais me baser, mais que je ne peux pas rentrer dans les détails empiriques des recherches, je n'ai pas le temps. Donc, compte tenu que j'ai seulement 25 minutes, si vous le permettez, je vais fonctionner par constat ou par observation. Des thèses rapides. Bon, la première thèse que je voudrais mettre en évidence, c'est que la pandémie n'est pas juste un phénomène biologique ou épidémiologique, elle était aussi un phénomène sociopolitique. Ce qu'on observe, c'est que la pandémie a mis en évidence les inégalités qui règnent partout dans le monde. Elle a mis en évidence les inégalités au plan scolaire, au plan des enfants, au plan de l'apprentissage entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les sociétés riches et les sociétés pauvres, les inégalités aussi au sein des mêmes pays. Donc, une façon d'appréhender la pandémie, c'est de l'interpréter à travers les inégalités, parce que ces inégalités-là ont amplifié la pandémie dans les pays pauvres, dans les pays du Sud, dans les populations pauvres des pays riches. Demandez-vous pourquoi la pandémie continue aujourd'hui. Elle continue à cause fondamentalement des inégalités qui règnent sur notre planète. Seulement 54% de la population mondiale a reçu un vaccin. Dans les pays pauvres, comme en Afrique, en Asie du Sud-Est, dans certaines sociétés sud-américaines, à peine 5,7% des personnes ont reçu une première dose du vaccin. Donc, en réalité, il y a la moitié de la population mondiale qui n'a pas été protégée contre le vaccin, ce qui explique que la pandémie continue, s'amplifie et produit des variants. Donc, la pandémie, comme je le disais tantôt, est d'abord un phénomène non seulement biologique, mais sociopolitique. Cette dimension des inégalités
s'applique aussi au système scolaire et à l'éducation et aux enfants et aux enseignants. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, dans la recherche de Dalida, dans la recherche qu'on a fait au Québec, dans la recherche de l'OCDE, on voit que dans les sociétés les plus riches du monde, même comme le Québec ou le Canada, c'est les élèves des quartiers et des régions les plus pauvres qui ont été les plus affectés. Ce sont les élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage ou des handicaps physiques. Ce sont les élèves qui viennent de l'immigration récente ou les élèves qui viennent des milieux autochtones. Bref, même dans une société riche comme le Québec et le Canada, ce sont les populations les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus en difficulté qui ont été affectées à l'intérieur de l'école par la pandémie. En Amérique latine et au Brésil, c'est exactement la même chose, c'est avec plus d'amplitude encore. Des millions d'enfants ont été privés ou sont encore privés d'école. L'enseignement à distance, souvent, a été une faillite ou a été dysfonctionnel, faute d'infrastructures informatiques, faute de soutien. Et bien souvent, dans plusieurs pays d'Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Asie, les familles les plus pauvres ont été laissées à elles-mêmes, ont été abandonnées par les autorités scolaires. Donc la pandémie, c'est d'abord un phénomène sociopolitique qui a affecté les populations scolaires les plus vulnérables. En ce qui concerne la profession enseignante, je le disais tantôt, c'est clair que cette pandémie-là a touché aussi les enseignants très durement. Beaucoup quittent la profession. Cependant, un élément qu'il faut considérer, c'est que la profession enseignante est une profession très largement féminine. Or, les femmes, partout, dans toutes les professions féminines, je pense aux infirmières, aux éducatrices auprès des enfants de la maternelle. Je pense aux personnes qui viennent soutenir les personnes âgées dans les centres pour les personnes âgées. Tous les métiers féminins, toutes les professions féminines ont été plus durement affectées par la pandémie que les métiers et les professions masculines. Pourquoi? Parce que les femmes, depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie, dans plusieurs pays, ont dû concilier des tâches familiales, s'occuper des enfants, en plus de leur travail. Donc les enseignantes, par exemple au Québec, dans l'enquête qu'on a réalisée, 55% des enseignantes étaient mères de famille avec 2 enfants et plus. Elles ont dû non seulement poursuivre leur travail à distance, mais en même temps s'occuper de leurs propres enfants à la maison. En même temps assumer leurs responsabilités familiales. Donc, dans toutes les grandes institutions, on s'aperçoit que la pandémie a fragilisé, a affecté le travail des femmes. Et ça, c'est fondamental. Souvent, ce travail féminin-là demeure invisible. C'est ce qu'on appelle en anglais le travail du care, un travail du soin, du soutien, aux enfants, aux personnes âgées, aux gens malades, aux élèves. C'est souvent un travail invisible. Or, la crise a mis en évidence que ce travail-là invisible est fondamental. On a besoin des femmes à tous les niveaux de notre société et malheureusement, c'est elles qui ont été le plus durement touchées par la pandémie, y compris en éducation. Donc, il est important d'envisager la pandémie aussi avec un regard féministe radical. On doit défendre la situation des femmes en enseignement. Et dans le livre de ma collègue latino-américaine, de ma collègue brésilienne, vous trouverez de nombreux exemples comment les femmes en Amérique latine, les enseignantes en Amérique latine et au Brésil ont été affectées par cette crise-là. Depuis plusieurs années, on entend parler de la révolution numérique en éducation. Il y a des gens qui croient qu'éventuellement, les ordinateurs, Internet pourraient remplacer l'école. Il y a des gens qui pensent
qu'éventuellement, on va pouvoir fermer les écoles et les gens vont pouvoir tous apprendre sur Internet. Ces idées-là nous sont vendues par les grandes multinationales, les GAFA, qui contrôlent Internet. En réalité, ce que la pandémie nous a appris, c'est la faible efficacité de l'enseignement à distance en éducation pour les enfants et les adolescents. Les enquêtes internationales ont montré, au Brésil, au Canada, partout en Europe, dans les sociétés même les plus développées, et c'est encore plus vite dans les sociétés les plus pauvres, que 50 à 70% des enseignants de l'école préscolaire, primaire et secondaire ne dominaient pas suffisamment, ne maîtrisaient pas suffisamment les moyens digitaux, les stratégies digitales, la pédagogie à distance, l'enseignement à distance au début de la pandémie. Une chose importante que nous a appris cette pandémie-là aussi, c'est que l'école, c'est pas juste un lieu de transmission de connaissances pour les enfants, c'est un lieu de socialisation. On apprend à vivre à l'école avec les autres. On découvre la société à travers le groupe de la classe, à travers les élèves de la classe, à travers les élèves de l'école. On apprend en interaction avec des enseignants pendant plusieurs années. Seuls des êtres humains peuvent former d'autres êtres humains. Seuls des êtres humains peuvent éduquer d'autres êtres humains. Ce n'est pas les machines qui peuvent former des enfants. Les enfants ont besoin de la présence d'autrui, ont besoin de la présence des enseignants adultes, ont besoin de la présence des autres élèves pour se former, pour s'éduquer, pour apprendre à vivre en société. Moi, je suis convaincu que la crise, la pandémie nous a montré que l'enseignement digital, l'enseignement à distance peut enrichir l'éducation scolaire, mais elle ne peut jamais s'y substituer. Dernier élément, les recherches que j'ai citées tantôt, les recherches de l'OCDE, les recherches au Québec, les recherches en Amérique latine, ont montré que malgré toutes les difficultés qu'ont engendré la crise, que les enseignants partout avaient fait preuve de courage, de résilience. Dans plusieurs pays, par exemple, c'est le cas au Québec, d'abord, on a reproché aux enseignants de ne pas faire grand-chose, de ne pas assez travailler. On se disait, ah, les écoles sont fermées, les enseignants ne travaillent plus. En réalité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les enseignants et les enseignantes n'ont jamais autant travaillé que depuis 2 ans. Leur charge de travail a augmenté de manière faramineuse. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, l'institution scolaire a été fermée et les enseignants se sont trouvés désemparés parce que l'école, ce n'est pas juste un lieu physique, c'est aussi une institution qui offre aux enseignants un environnement de travail, des outils de travail, des programmes scolaires, des livres, des tableaux, des jeux pour les jeunes enfants, une organisation pédagogique. Donc les enseignants ont dû réinventer toutes ces activités-là, tous ces médiums, tous ces moyens pour mettre en place des stratégies d'enseignement à distance et de soutien des élèves. Donc les enseignants, ce qui a été le plus difficile pour eux, c'est de maintenir des relations humaines, des relations de soutien, des relations affectives, des relations sociales avec leurs élèves. Ils ont dû inventer de nouvelles stratégies pédagogiques lorsque les écoles étaient fermées. Et quand les écoles n'étaient pas fermées, il y avait ici au Québec et partout tellement de règles sanitaires. Ils devaient porter des masques, ils devaient nettoyer tous les objets dans la classe, ils devaient assurer la distance entre les élèves, ils devaient surveiller les déplacements des élèves et leurs mouvements, ils devaient nettoyer les livres, ils devaient... Bref, la pandémie a complexifié énormément l'enseignement et les enseignants se sont vus confrontés à une augmentation de leur charge de travail et de défis. Et moi, je considère ce que j'ai vu au Québec, ce que j'ai vu à travers le livre de Dalida, ce que j'ai vu de l'OCDE, c'est que les enseignants
malgré ces difficultés-là, ont été capables de faire face à la crise de manière courageuse et résiliente. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, les enseignants vont continuer de relever ces défis-là et de faire face dans la meilleure façon possible à ces défis-là que représentent les conséquences de la crise. Donc la situation que je viens de brosser est bien sûr difficile, mais je considère qu'elle nous a appris des choses. L'école ne peut pas être remplacée par Internet ou les activités numériques. Pour comprendre ce qui se passe avec la pandémie, il faut comprendre les inégalités qui frappent l'école. Il faut lutter contre ces inégalités-là. Et dans ce sens-là, je suis convaincu que la pandémie nous permet d'éclairer ces enjeux-là qui étaient cachés, hein? Parce qu'il y a des gens, comme je disais tantôt, qui croient que le numérique va tout changer. Non. Il faut revenir à l'essentiel, valoriser le travail des enseignants et des enseignantes, les soutenir dans leurs activités, mettre en place des conditions favorables à l'appropriation et à la maîtrise du numérique par les enseignants. Il faut les soutenir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bon colloque. Obrigada, professor Tardif. Passo a palavra à professora Menga Ludwig para seus comentários, considerações. Ok. Muito bom, Maurice, como sempre, você apontando pontos essenciais e provocando o nosso pensamento. Eu mesma já tenho uma questão que eu gostaria que você, não sei se é preciso, porque você foi até bastante claro, mas eu não quero perder a oportunidade de aprofundar um pouco mais essa importante questão que você trouxe. Então, Denise, eu pergunto se eu posso começar com uma questão minha. Sim, professora, com certeza, questão da senhora, então, seus comentários, à vontade. Justamente, Maurice, o ponto que você focalizou sobre a tentativa de substituição, né, remplacement, de substituição da escola pela internet, ficou muito claro. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais no que tudo isso envolve, porque há muito tempo nós percebemos que a escola vem sendo, além de desacreditada, é quase desconhecida. A sociedade tem dificuldade de entender o que a escola sempre foi e ainda é. Na formação dos jovens que dela se servem. A escola serve a esses jovens e serve ao país, formando os futuros cidadãos. Mas é o conjunto que a gente conhece como escola, onde os professores são atores principais, não tenho dúvida. Mas há outros atores, como você sabe muito bem, que são desde os funcionários, a direção, importantíssimo o papel da direção, os que ajudam na inspeção, no comportamento das crianças, na cozinha, na cantina, e os próprios pais, na contribuição que fazem na sua presença na escola também. Então, a escola é o centro de informação. Eu acho isso fundamental. Se você puder falar um pouco, eu estou roubando o seu tempo, mas eu gostaria que você, se você quiser, trazer um pouco mais do que você vê aí no Canadá, por exemplo, o que você aprendeu com esse livro já sobre a América Latina, dos queridos colegas.
J'ai toujours Tá. soutenu que... Então, Denise, eu agora volto para você e se você quiser me passar outras questões. E o professor Tardif vai responder, comentar, professora Menga. L'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, là, en 2021, bientôt en 2022, là, existe depuis à peu près 5 siècles. Je considère qu'il s'agit d'une institution fondamentale de nos sociétés modernes. On ne peut pas concevoir nos sociétés sans école, au sens où on connaît l'école. Ce qu'on observe depuis presque 2 siècles, c'est que l'école, premièrement, s'allonge sans arrêt. L'école s'allonge sans arrêt. En 1850, en Europe, là, la durée de la scolarisation était de 3 ans à peine, les 3 premières années du primaire. On observe sur 1 siècle et demi, 2 siècles, un allongement considérable de l'école. Les enfants vont à l'école de plus en plus jeunes et ils demeurent de plus en plus longtemps. Deuxième phénomène, on se rend compte que sur 1 siècle et demi, 2 siècles, de plus en plus d'enfants vont à l'école. Non seulement l'école s'allonge, mais de plus en plus, en réalité, tous les enfants vont à l'école. C'était pas le cas il n'y a pas si longtemps, là. Au Québec, par exemple, dans les années 1930, beaucoup d'enfants allaient à l'école 3-4 ans et c'était fini. Au Brésil, c'était la même chose. Donc, l'école est devenue une institution fondamentale de la modernité. Par exemple, on ne peut pas comprendre la famille moderne sans comprendre l'école. Par exemple, on ne peut pas comprendre l'accès des femmes au marché du travail sans l'école. On ne peut pas comprendre la formation de la main-d'œuvre contemporaine sans l'école. Donc, les gens qui pensent qu'on peut remplacer l'école par Internet ou par la numérique ne comprennent pas cette école-là. Parce que l'école, c'est d'abord un espace de socialisation des enfants à nos modèles actuels de citoyenneté. Mais l'école, c'est aussi l'apprentissage de connaissances très particulières. Internet, tu peux apprendre tout et n'importe quoi là-dessus. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de hiérarchie. À l'école, on apprend des connaissances comme la langue portugaise, comme les mathématiques, comme l'histoire du Brésil, etc. Ces connaissances-là reposent sur des traditions scientifiques et culturelles. Donc, il faut les apprendre. Elles sont mises en forme, ces connaissances-là, par les programmes scolaires. Prochaine question. Tem outra question? Professora Menga, o microfone. Temos mais questões, por favor? Sim, temos uma pergunta aqui a respeito da compreensão de ciência e escola. Como foi? Nós, no Brasil, nós tivemos muita reflexão a respeito com a Covid, o que é ciência, o valor da ciência, todas as questões voltadas na escola, a importância do saber científico. Gostaríamos de saber, no Quebec, no Canadá, como foi essa relação escola, professor, ciência, pesquisa. Mais c'est pas comme ça. Une partie de au Québec, une petite partie de la population au Canada, une petite partie de la population ne croit pas à la science. Il y a des gens qui sont contre le vaccin, il y a des gens qui ne croient pas à la recherche scientifique, il y a des gens qui ne croient pas que la pandémie est dangereuse, que le COVID-19 est dangereux. Sauf que le Canada... l'opposition reste quand même assez faible. Ce qu'on observe, c'est que les pays qui sont gouvernés par des systèmes politiques autoritaires, des systèmes politiques de droite ou d'extrême droite, c'est là, dans ces pays-là, qu'il y a plus d'opposition à la science et au vaccin. Dans la plupart des cas, sauf peut-être en Chine où c'est une dictature où tu n'as pas le choix de te faire vacciner ou pas, là. Mais si vous regardez, par exemple, aux États-Unis, là,
il y a de violentes oppositions au vaccin et à la science. Et ça, c'est pas nouveau, hein? C'est ancien, là. Dans plusieurs États américains, on veut enseigner à côté de la théorie classique de l'évolution de Darwin, on veut enseigner l'évolution selon la Bible. Ces gens-là sont aussi contre la science, contre le vaccin. On voit des phénomènes comme ça en Belgique, en Allemagne. Il y a une partie de la droite et de l'extrême droite qui, au nom des libertés individuelles, refusent de suivre les indications scientifiques. Et moi, je trouve que l'école a un rôle à jouer là-dedans. Elle doit former les enfants au-delà des connaissances scientifiques précises, par exemple en chimie ou en physique ou en mathématiques. Elle doit les former aussi à l'esprit scientifique, qui est fondamentalement un esprit à la fois critique et qui se base sur l'analyse des faits les plus objectifs possibles. Nous avons besoin d'une formation à l'esprit scientifique comme esprit critique. Próxima questões. Professora Menga, poderia comentar? Sim, com prazer. Quer dizer, realmente, nós estamos... Maurício caracterizou bem, de maneira geral, trouxe algumas outras realidades onde isso também acontece. Isso não nos consola muito, viu, Maurício? Porque nós estamos sofrendo bastante, eu não sei dizer. Depois, quando essa história passar um pouco, a gente vai poder olhar um pouquinho para trás e ver o quanto nós sofremos. Nós sabemos que temos uma porcentagem elevadíssima de perdas em comparação com o mundo. Em termos de comparações globais, nós temos um exagero de perdas em termos de vida e também de pessoas que se enfermaram e que vão ter anos, meses, anos para se recuperarem, se é que vão poder se recuperar totalmente. Então, o que nós sofremos por essa terrível condição de menosprezo pela vacina, eu vou ser um pouco mais clara, para afrontar mesmo a nossa situação de maneira clara, né? Demoramos muito tempo para poder aceitar a importância da vacina e temos, ao mesmo tempo, uma beleza a registrar nesse ponto, porque temos um sistema de vacinação impecável, excelente, provido pelo SUS, que os próprios Estados Unidos, que são muito mais desenvolvidos do que nós, economicamente falando, com muito mais recursos, não tem esse recurso belíssimo que nós temos pelo SUS. Só que nós tínhamos que ter os recursos para levar o trabalho do SUS aonde ele vai e chega muito bem, de maneira elogiada no mundo inteiro. Só que, por causa da resistência à ciência, à sabedoria da ciência, o trabalho feito pela ciência... Desculpe, Maurício, você é nosso amigo do Brasil, já conhece bem, mas eu não vou deixar de falar de um Butantan, eu não vou deixar de falar de uma Fundação Oswaldo Cruz, que estavam prontos para ajudar para sair no trabalho contra esse horror que foi essa... No mundo inteiro foi. Entre nós poderia ter sido bem menos letal, essa palavra é terrível, mas a gente tem que enfrentar, e menos alastrante, ele se alastrou de uma forma que não precisava, porque a gente tinha o conhecimento que vinha da Europa. A gente acompanhou pela informação, e aqui quero fazer um ponto também importante, desculpe, Maurício, porque a nossa realidade, acho que é bom, eu sei que Cecília acompanha, com certeza, você também, o que acontece aqui entre nós. Mas quem teve também uma bela contribuição, é bom a gente registrar, foi a imprensa. Por incrível que pareça, às vezes a imprensa nos trai, não vou entrar nesses detalhes, mas dessa vez, quem trouxe para nós a informação correta sobre o progresso da ciência e como é que nós teríamos que enfrentar com os recursos que nós já tínhamos e os outros que eram afastados de nós, foi a imprensa. Felizmente, a imprensa manteve a informação, porque, infelizmente, então, quem deveria se cuidar de uma informação correta,
vindo para todos, inclusive algumas informações mal passadas, foram suficientes para desenvolver atitudes contra a ciência, contra a vacina. Então, bom, agora voltamos à origem da história, né, Denise? Já estou me aprofundando um pouco demais, eu quero voltar a palavra para o Maurice também, se ele quiser. A importância da escola, novamente, como fonte de formação, né? Eu queria anexar mais uma perguntinha, Maurice, se possível, nessa excelente oportunidade com você. Você ainda vai ter uns 5 minutos para falar, né, Denise? Com certeza. Então, eu vou passar também aqui uma outra questão, que são os desafios que os professores encontrarão após a pandemia. São desafios, pergunta aqui o autor aqui da pergunta, né? São mais de natureza cognitiva, social ou nas relações pessoais? Como é que você avalia? Eu já vou avançando a minha resposta, desculpe, Maurice, porque eu acho que em todos esses aspectos os professores vão enfrentar. E devolvo para os professores a importância que tem agora, mais uma, sobre os seus ombros, de restabelecer essa confiança que foi meio perdida, né? Maurice, meu caro, a palavra é sua. Effectivement, je pense que les enseignants vont devoir faire face à tous ces défis-là, c'est-à-dire, d'abord, ils vont devoir remotiver les élèves, c'est-à-dire refaire le lien qui les rattache, le lien émotionnel, le lien affectif qui les rattache à l'école. Ils vont aussi devoir reprendre les inévitables retards d'apprentissage. Et ça, on sait que chez un adulte, perdre 6 mois d'apprentissage, c'est pas une catastrophe, là. Mais chez des jeunes enfants de 6 ans, 7 ans ou chez des adolescents, lorsqu'il y a des pertes comme ça peut être difficile de revenir, de reprendre ce qui a été perdu. Et il y a tout l'aspect de socialisation. Il faut que les jeunes, parce que la crise, comme je le disais tantôt, n'est pas terminée, hein. Donc, il faut que l'école devienne pour les jeunes un milieu de socialisation positive. Et ce qui ne sera pas facile parce que si la pandémie perdure, si les variants se multiplient, les enseignants vont être encore confrontés à des fermetures de classes, à des fermetures d'écoles, etc. Donc les enseignants ont beaucoup de défis devant eux, des défis sur le plan intellectuel, soutenir l'apprentissage, combler les retards, sur le plan émotionnel, ressouder les liens des élèves avec l'école, parce que beaucoup d'élèves, des jeunes, notamment les adolescents, sont démotivés. Certains, dans plusieurs pays, des jeunes ont abandonné l'école à 12 ans, 13 ans, parce que les écoles étaient fermées ou parce qu'ils n'avaient pas de soutien pour l'enseignement à distance. Donc, il y a beaucoup de défis qui attendent les enseignants et sur le plan politique, je pense que les États doivent les soutenir, là. On doit réinvestir en éducation. Au Brésil, ça me semble fondamental, on doit réinvestir en éducation, mieux soutenir les enseignants, mettre en place des systèmes numériques d'enseignement à distance plus efficaces, soutenir les familles pauvres, réinvestir, augmenter le salaire des enseignants, reconnaître leurs tâches si c'est alourdi. Donc, les gouvernements ont des mesures à prendre. Et malheureusement, comme disait Minga tantôt, au Brésil, la situation politique est complexe. Et peut-être qu'il faudra attendre la prochaine élection fédérale avant de voir se mettre en place des choses plus positives, là, parce que le gouvernement en place est manifestement contre la science et peut-être contre l'éducation aussi, là. Muito obrigado. Denise? Pois não, professora. Sim, professora. Obrigada, professora. Tem uma pergunta ainda para finalizar, alguns minutos, professora Menga. Vamos ver rapidamente. Alguém pergunta ao Maurice se no Canadá, é a professora Vivian Weller que está perguntando, se no Canadá há pesquisas sobre o impacto da pandemia sobre os jovens no ensino médio agora. Bien sûr. Il y a eu des recherches sur l'impact, bien sûr. On montre précisément, comme je disais tantôt, que les jeunes adolescents, là, c'est-à-dire le début du secondaire, là, entre 12 et 13-14 ans,
c'est peut-être ces élèves-là qui ont été le plus affectés par la pandémie. Ils ont perdu contact avec l'école, ils ont été démotivés. Et en plus, les jeunes adolescents ont besoin des autres adolescents pour créer une vie sociale. Donc, ils ont été isolés souvent dans leur maison, isolés dans leur chambre, isolés dans leur sous-sol. Et il était seul. Et beaucoup d'adolescents ont été désemparés. Et au Québec, au Canada, il y a vraiment une augmentation des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques des adolescents. C'est clairement, il y a plusieurs recherches qui mettent ça en évidence, là. C'est les jeunes adolescents qui ont peut-être souffert le plus de la pandémie. Et si elle se poursuit, c'est eux qui vont souffrir le plus encore une fois. Bon, mais écoutez, je pense qu'on est rendu à la fin, Denise. OK. Ben, je remercie nos amis du Brésil, je remercie Benga, Denise, Diana, Christina qui me traduit au fur et à mesure que je parle. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci beaucoup. Muito obrigado a todos e a todas.